Chers amis, il fait un temps formidable, hein, un peu lourd, mais enfin, ce qui nous a manqué tellement depuis des jours, un peu de lumière qui vient faire luire cet étrange serpent et qui vient porter les ombres, aussi bien de la charpente que des côtes. Et tout d'un coup, l'enchevêtrement de l'ensemble commence à prendre un sens plastique, physique, gracieux. Et ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est les autres sens de l'œuvre, c'est-à-dire ce que cette œuvre-là dit du monde. Et je dois remercier très très vivement, évidemment, Pascal Lamy. Pascal Lamy, merci infiniment d'avoir participé au catalogue. Vous savez qu'on a publié un catalogue, une seconde de publicité, un catalogue remarquable avec un entretien avec Pascal Lamy qui est très bien, et toutes les photos du montage et de l'œuvre. Et si vous voulez répondre à ce curieux titre, Quand la France s'éveillera, de Pascal Lamy aux éditions Odile Jacob, et qui est un jeu sur le fameux livre de Pierrefitte qui annonçait une mutation du monde également il y a quelques années, qui s'appelait « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Et c'était une citation du personnage qui est évoqué ici, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Monsieur Pierrefitte a emprunté cette citation à Napoléon, qui le premier a dit quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Et il disait ça à une époque où il est vrai que la Chine s'était mise entre parenthèses, s'était assoupie par rapport à sa destinée historique, et cette parenthèse s'est terminée après la révolution culturelle, quand Deng Xiaoping a décidé de rouvrir la Chine, qui s'était fermée, après s'être ouverte d'ailleurs jusqu'au XVe, XVIe siècle. Alors, je vais vous présenter la personne qui vient de parler, Pascal Lamy, commissaire européen pour le commerce de 1999 à 2004, directeur de l'Organisation mondiale du commerce de 2005 à 2013, président d'honneur du think tank Institut Jacques Delors, délégué interministériel pour la candidature de Paris à l'exposition européenne de quand d'ailleurs? Universelle. L'exposition universelle, évidemment. De 2025. De 2025. Et Pascal, donc merci infiniment d'être avec nous. Je remercie également de tout cœur la Réunion des musées nationaux Grand Palais et sa présidente Sylvie Hubac qui nous fait l'honneur d'être présente à cette conversation. Et le fameux Wan Yongping, qu'on appelle le maître Yoda de l'art contemporain, petit, magique et puissant, et qui est là, et on t'applaudit. Voilà. C'est assez étrange de se dire qu'on pourrait être aujourd'hui réunis autour de Claude Monet et de commenter l'un de ses tableaux sur la transformation du monde de l'époque, la gare Saint-Lazare par exemple, et de se dire nous sommes en pleine révolution industrielle, qu'est-ce que Claude Monet a à nous dire de la gare Saint-Lazare et de la transformation que nous sommes en train de vivre? Et au fond, en réponse à ce bâtiment qui a été fait quelques années plus tard, une vingtaine d'années plus tard, une autre révolution s'annonce et nous contemplons ici un autre paysage, celui d'un bouleversement du monde, une représentation d'un monde qui vit une transformation extraordinaire, une nouvelle révolution industrielle qui a pour cadre, cette fois-ci, la planète entière. Personne mieux que Pascal Lamy pouvait aborder ces questions avec nous. Pascal Lamy a vu le travail en train de se faire, puisque nous avons regardé ensemble les maquettes il y a déjà 4 ou 5 mois, et a perçu l'ampleur du projet. Et c'est au fond un désir que l'on a en France souvent, c'est d'avoir des penseurs qui pensent le monde et des artistes qui représentent le monde. Alors peut-être qu'on peut commencer comme ça. Pascal Lamy, est-ce que vous avez la sensation que nous sommes devant la représentation d'un monde d'aujourd'hui ? En tout cas, c'est l'intention manifeste, telle qu'on la perçoit, de l'auteur, de l'artiste. Et, vous venez de le dire à juste titre, j'ai vu les esquisses, j'ai vu comment ce travail s'était préparé. Et c'est vrai qu'en entrant, j'étais familiarisé avec le projet artistique, avec ce que je comprends des idées qu'il y a derrière, mais je n'avais pas mesuré à quel point cet écrin du Grand Palais allait aussi bien enserrer l'œuvre et à quel point l'œuvre allait se faire insérer par cet écrin
qui est formidable et qui colle très très bien, parce que je crois que vous avez raison quand vous dites que ce que l'artiste a essayé de faire, c'est une forme de représentation du monde contemporain à l'intérieur d'une forme qui représentait le monde contemporain de 1900. Hein, c'est-à-dire que cette structure, son architecture, ses matériaux, son espace, c'était un geste de 1900, qui est la dernière fois où une exposition universelle a été organisée en France. Il n'y a pas eu d'exposition universelle en France depuis 1900. Il y a eu une exposition internationale en 1937, mais il n'y a pas eu d'exposition universelle. Et à l'époque, ce bâtiment, cette structure, était censée représenter tout ce qu'on faisait de mieux à l'époque, et avec, y compris, des mobilités d'ailleurs tout à fait spéciales. Et ce que vous dites est amusant, parce que ce matin, j'étais à Bordeaux. Assez tôt le matin, je suis allé voir les travaux qu'ils font dans la gare de Bordeaux, et j'ai réalisé à quel point les gares de ces grandes villes, à commencer par Paris, mais Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, sont des monuments de l'époque où c'était le train qui était la grande innovation. Eh bien, disons, le conteneur, c'est dans les années 60 l'équivalent, non pas d'un mode de transport, parce que les bateaux, on savait faire circuler des bateaux sur les mers depuis très longtemps, mais c'est l'invention du conteneur qui a révolutionné le transport maritime. C'est pas les bateaux, c'est le conteneur. Donc c'est le contenu du bateau qui a révolutionné le transport, de même qu'à l'époque, c'était le train auquel on élevait ces monuments, finalement, qui étaient ces grands. Vous-même, vous aimeriez élever un monument à Maclean, l'inventeur du conteneur. Il est là, le monument à Maclean, il est là. Hein. Il est dans tous ces conteneurs accumulés, et dans l'idée que cette structure de serpent un peu désossé, à mon avis, exprime du lien que ce serpent fait, comme on l'a expliqué dans l'interview qu'on a fait ensemble, qui au fond symbolise ce qu'est le monde contemporain, c'est-à-dire un espace organisé autour de chaînes de valeurs, alors qu'avant, il était organisé autour d'États-nations souverains qui vivaient chacun de leur côté. Alors les chaînes de valeur, c'est-à-dire l'échange de tâches, qu'est-ce que ça veut dire, les chaînes de valeur? Parce que nous ne savons pas tous ici. Chaîne de valeur, ça veut dire qu'au fond, dans le temps, un pays produisait quelque chose, mettons une voiture, et l'exportait dans un autre pays. Aujourd'hui, une voiture, elle est fabriquée dans 12 pays différents. Il y en a qui produisent des pneus, d'autres qui produisent des pare-brises, d'autres qui produisent des volants, d'autres qui produisent un morceau du moteur. Et ceci se fait dans un processus de production qui est une chaîne auquel on ajoute petit à petit des morceaux et à la fin on les assemble. Bon, une chaîne de valeur, ça exprime que la valeur finale de la voiture que vous achetez, elle provient un bout de Malaisie, un bout du Japon, un bout. Et je fais simple parce que là, je ne parle que des éléments tangibles de la voiture, qui sont d'ailleurs ce que vous voyez ici. Ce que vous voyez ici, les conteneurs, c'est la partie artefact, c'est la partie matérielle de cet échange. Mais dans une voiture, quand vous achetez une voiture 100 aujourd'hui, vous avez 40 de matière et 60 de jus de cervelle qui sont la valeur des brevets, des inventions qui sont employées pour l'électronique de la voiture, pour son guidage automatique dans l'avenir, pour la surveillance de la pression de ses pneus. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'au-dessus de ce qu'on voit ici, qui est encore une fois la partie matérielle que vous avez rendue, l'idée de ce grand serpent là qui circule autour de tout ça, c'est aussi qu'il y a quelque chose d'autre que des conteneurs qui circulent. Il y a une valeur à l'intérieur de ça qui se crée aussi dans ces correspondances. Alors le serpent, vous le savez, donc ces 250 mètres de serpent ont été faits un petit peu comme le décrit Pascal Lamy, un petit peu de jus de cervelle, comme on le disait, ça c'est l'artiste, et des bureaux d'ingénieurs qui ont accompagné l'artiste, la galerie Kamel Menour, la réunion des musées nationaux.
et 4 usines en France, une usine en Chine pour faire cela. Et une grande entreprise française d'installation d'œuvres qui a réussi à l'installer dans un délai extraordinaire. Donc la chaîne de valeur, elle est là. Mais quand on en parlait auparavant avec Pascal Lamy, c'est cet emboîtement, évidemment, des pièces manufacturées qui donnait cette sensation quasiment visuelle, physique de l'emboîtement des valeurs et des chaînes et de la chaîne dont vous parlez. D'ailleurs, j'ai pris l'exemple de la voiture, je vous vois habillé de blue jean. Le blue jean moyen, il est fabriqué dans 5 ou 6 pays différents. Hein, il y a une partie qui fait le tissu de base, il y a un autre endroit où il va être coupé, il y a un autre endroit où il va être cousu, la fermeture éclair va venir d'ailleurs, et la broderie que vous portez devant ou derrière va venir d'ailleurs, et elle va être ajoutée au produit final, pas très loin du moment où il est distribué. Hein, nous sommes aujourd'hui dans un monde comme ça, et ça va de plus en plus dans cette direction, parce que au fur et à mesure que l'espace pour lequel vous produisez s'agrandit, c'est ça la globalisation, hein, c'est l'augmentation de l'espace pour lequel on produit. Vous produisez dans de meilleures conditions, puisque vous en vendez davantage, ça s'appelle des économies d'échelle, et donc vous vous spécialisez petit à petit dans ce que vous faites le mieux. Et donc plus le marché se globalise, plus les tâches se concentrent sur une partie de ce processus de production, ça s'appelle la spécialisation, et c'est ce qui explique que petit à petit, les qualifications deviennent de plus en plus pointues. Alors ça correspond un petit peu à ce que vous dites que Ricardo avait déjà pensé au fond, non? Oui, c'est-à-dire que cette théorie qui veut que l'augmentation de l'échange international produise de l'efficience économique, c'est-à-dire qu'avec les mêmes ressources, on va produire davantage, donc moins cher, et donc le consommateur va en bénéficier, cette théorie existait. Elle existait depuis le XVIIIe siècle, un peu comme des mathématiciens ou des cosmologues qui calculent l'existence d'une étoile. Mais elle est tellement loin, on ne sait pas la voir, et 2 ou 3 siècles après, il y a quelqu'un qui invente un système optique ou un système électronique qui va dire « Ah ben effectivement, il avait raison, le calcul était bon ». Ben là, c'est un peu pareil. Monsieur Ricardo ou monsieur Adam Smith, quand ils ont pensé ça au XVIIIe, jamais ils n'auraient pensé que leur théorie irait jusque-là. Parce que ils ont pensé ce qu'ils ont pensé dans un système dans lequel les modes de transport étaient ce qu'ils étaient et la distance était ce qu'il était. Ce qui s'est passé depuis, c'est pas que leur théorie a changé, c'est que la technologie a complètement écrasé le coût de la distance et donc les frottements qui limitaient cette expansion et donc ses résultats économiques et sociaux, parce que évidemment tout ça, ça produit de la turbulence sociale, parce que ça réaménage beaucoup les tissus économiques et productifs. C'est la technologie qui a écrasé le coût de la distance, et notamment le conteneur. Alors, on aurait pu mettre un gros serveur dans cet endroit, en symétrie par exemple, pour dire que en plus du conteneur, il y a Internet qui, au fond, a écrasé l'échange aussi. Mais c'est ça qui s'est passé. Alors, vous avez en commun avec Wang Yongping d'observer les puissants mouvements de l'histoire, les puissants mouvements de l'économie mondiale. On est devant une installation qui essaye de raconter la façon dont les empires apparaissent, se détruisent, dont les régimes de construction, que ce soit ceux des nations ou bien ceux des entreprises, apparaissent, se déconstruisent et d'autres choses vont se reconstruire dans des cycles quasiment permanents. Et au fond, puisqu'on parle aujourd'hui de ces 2 révolutions, imbriquées l'une dans l'autre dans ce bâtiment avec l'œuvre qui s'y trouve et qui célèbre la révolution d'après, c'est-à-dire celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ces 2 révolutions, la révolution industrielle et la révolution de la globalisation, ont probablement un même caractère, comment dirais-je, ambivalent, à la fois incroyablement positif
avec un enrichissement stupéfiant d'une partie des populations, la possibilité de nourrir plus de monde probablement, et un côté incroyablement négatif. L'artiste, lui, suspend toujours son jugement moral sur cela. Est-ce que ces deux révolutions sont comparables dans leurs effets positifs et négatifs? Bon, ça, c'est une question de chiffres et une question de jugement moral, éthique et politique. Je pars du même point que vous. Cette globalisation, cette augmentation à l'échelle de la planète, pour l'instant, difficilement aller plus loin pour l'instant, de l'échange et des systèmes de production, a des effets très positifs et des effets très négatifs. En gros, les effets très positifs, c'est que des centaines, voire des milliards de gens sont sortis de la pauvreté et vont continuer à sortir de la pauvreté. Les effets plus négatifs, c'est par exemple le fait que pendant ce temps-là, les inégalités ont augmenté. Le jugement là-dessus, ça dépend de la valeur respective que vous donnez à la réduction de la pauvreté ou à l'importance des inégalités. Ça, c'est une affaire éthique. Par ailleurs, il y a évidemment des effets environnementaux qui ne sont d'ailleurs pas liés à la globalisation, qui sont liés simplement à l'augmentation de la production. Dans le monde d'aujourd'hui, vous avez 7 milliards de personnes, et là-dessus, vous avez 2 milliards de personnes qui sont dans la classe moyenne. Et dans ces 2 milliards de personnes de la classe moyenne, vous avez quelques centaines de millions qui sont apparus au cours des 10 dernières années, essentiellement dans les pays en voie de développement. Dans les 20 ans qui viennent, c'est-à-dire d'ici 2030, la population mondiale va passer de 7 à 9 milliards, qui sera d'ailleurs le pic. Après, on descendra. Et sur ces 9 milliards de 2030, il y aura 3 milliards de plus dans la classe moyenne. Donc quand nous serons 9 milliards sur Terre, il y aura 5 milliards d'humains dans la classe moyenne, c'est-à-dire la majorité, et les 3 milliards de plus qui vont apparaître dans les 20 ans qui viennent, à la faveur de la globalisation, c'est 2 milliards en Asie et 1 milliard entre l'Afrique et l'Amérique latine. Bon. Et d'ailleurs, dans les conteneurs qu'on voit là, il y en a un paquet qui sont d'origine asiatique, ce qui est normal. Hein. Là où il y a la plus grosse densité de trafic de conteneurs, aujourd'hui, c'est à l'intérieur de l'Asie. Parce que c'est là que ces chaînes de production se sont développées les plus vite. Et si vous prenez mon mobile, là, mettons que j'ai un mobile Huawei qui soit fabriqué par Foxconn, il va être assemblé en Chine, mais il va y avoir à peu près 10% de la valeur qui sera chinoise. C'est-à-dire que les marges sont surtout faites dans les autres pays, l'assemblage ayant moins de marge puisque ce n'est pas la partie intellectuelle ou conceptuelle du projet. L'essentiel va venir d'ailleurs, et notamment les puces qui font la valeur de l'appareil et qui, elles, sont du jus de cervelle cristallisé. Et pour l'essentiel d'ailleurs, probablement américain, européen, japonais, coréen maintenant, et qui commence à être chinois, que ce soit la Chine continentale ou que ce soit Taïwan. Alors, il y a 3 grandes révolutions qui viennent d'avoir lieu, en dehors de la révolution industrielle, de la révolution de la globalisation. Il y a eu la révolution, au fond, qui nous a permis de recevoir Wang Yongping. C'est cette révolution de l'entrée de la Chine dans l'économie mondiale. Il y a une deuxième révolution qui a eu lieu quelques années auparavant, qui était l'effondrement du bloc soviétique. Il y a une troisième révolution qui est en train de se passer, si je ne me trompe pas, Pascal Lamy, c'est le basculement le fait qu'il y ait, et je dois mal formuler, donc vous allez me corriger, c'est quelle chance de vous avoir près de moi, le fait qu'il y ait plus de, comment dirais-je, d'économies produites par la totalité des pays du Sud que par la totalité des pays du Nord. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Absolument. Ça, le moment, nous avons tous, et je vois là quelques têtes grisonnantes, comme la mienne, donc j'en déduis que la majorité des gens qui nous écoutent ont été éduqués dans un système où il y avait les pays développés et les pays en développement. Hein, et à l'époque,
les pays développés produisaient plus que les pays en développement. Et d'ailleurs, s'ils étaient développés, c'est parce qu'ils avaient développé leur capacité de production plus que les pays dits en développement qui, eux, étaient en retard. Bon. Et dans ce qu'on appelle les économies maintenant, les économies industrialisées ou les pays émergents, jusqu'en 2012, les pays développés, c'est-à-dire les pays industrialisés, l'Europe, les États-Unis, le Japon, en gros, produisaient plus que les pays en voie de développement ou émergents, et à partir de 2012, ça a basculé. Aujourd'hui, les pays émergents produisent davantage que les pays développés. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire, et c'est effectivement un moment important parce que ça entraîne des conséquences non seulement économiques et sociales, mais évidemment politiques. Et tout, la question de savoir comment le chapeau de Napoléon, qui représente la géopolitique, alors que les conteneurs et le serpent représentent la géoéconomie. Donc, le serpent et les conteneurs, c'est, si j'étais complètement marxiste, ce qui n'est pas le cas, un peu, je dirais, c'est les infrastructures. Et puis le chapeau, c'est les superstructures. Le chapeau, c'est la politique qui émane de ces infrastructures en ce sens qu'elles formatent la politique. Et évidemment, ça change. Vous avez dit tout à l'heure que dans l'histoire, cette relation avait bougé, bien sûr. Elle a souvent été à l'origine de la puissance, parfois à l'origine de guerres. Les grandes cités marchandes de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance étaient des puissances politiques parce que c'était des puissances commerciales. Les grands moments d'expansion coloniale ont généralement coïncidé avec des décisions politiques de souverains de donner le monopole du commerce à certaines compagnies. La Compagnie des Indes, les Néerlandais ont fait ça, les Français n'ont jamais été très bons là-dedans, ils étaient bons pour des monopoles, mais pas forcément ceux-là. Et c'est dans ce jeu entre du pouvoir politique souverain qui donnait un monopole à un commerçant que s'est faite une partie de cette relation entre la puissance économique et la puissance politique. La colonisation a été une articulation entre la géopolitique et la géoéconomie. Les raisons de la colonisation ont été largement économiques. Les traces qui demeurent, par exemple dans le commerce entre l'Europe et l'Afrique, est fortement encore aujourd'hui marquée par l'idée que les Européens voulaient importer de pays qui les produisaient pas cher des matières premières, mais surtout pas des produits finis, parce que ça concurrençait leur propre production. C'est le fameux exemple de la politique commerciale que le Royaume-Uni a menée en Inde, qui produisait du coton, mais c'était interdit d'importer en Grande-Bretagne des cotonnades fabriquées en Inde, évidemment pas chères parce que les salaires n'étaient pas et ne sont encore pas beaucoup. Et donc c'est dans ce jeu-là que s'est fait une partie de cette articulation entre la géopolitique et la géoéconomie. Alors là, vous touchez à un point qui est extrêmement important et que l'artiste a formulé lui-même dans sa lecture et son écriture de cette grande installation, c'est-à-dire cette opposition entre géopolitique et géoéconomie, qui, dans un entretien ancien qui est d'ailleurs dans ce catalogue, nous l'avions formulé aussi, mais l'artiste l'avait pensé, et donc ça tombait juste, si vous voulez. C'est-à-dire que, au fond, n'y a-t-il pas une partie du monde qui a choisi la géopolitique et l'autre partie du monde qui a choisi la géoéconomie pour assurer sa maîtrise sur les autres, d'une certaine façon? Est-ce qu'on pourrait dire, Pascal Lamy, que l'Asie a choisi la géoéconomie et que l'Occident a choisi la géopolitique? Et est-ce que la paix a plus de chances de venir du côté des uns ou du côté des autres? D'abord, je ne crois pas qu'on puisse dissocier la géoéconomie et la géopolitique, en ce sens que la géopolitique est en partie le produit de la géoéconomie et vice-versa. Donc il y a une dialectique entre les deux, et je ne crois pas que l'Occident soit dans la géopolitique et l'Asie, par exemple, dans la géoéconomie. Si vous regardez les postures ou les positions géopolitiques que la Chine déploie à propos de la souveraineté
qu'elle revendique sur certaines îles en mer de Chine, c'est beaucoup de géopolitique et un petit peu de géoéconomie. Franchement, ce n'est pas les îles en question dans lesquelles ils vont pouvoir faire un Singapour ou un Shanghai ou même un Chittagong. Donc ça n'est pas possible. Mais donc, il y a des éléments de cela. Mais quand je regarde l'exposition, ce travail, et surtout maintenant son titre, le titre, c'est Empire, mais avec un S. Et à partir du moment où il y a des empires, il n'y a plus d'empire. Donc il y a la notion que tout ceci correspond à des jeux de pouvoir, mais s'il y en a plusieurs, il n'y en a plus. La définition d'un empire, c'est qu'il exerce sa puissance sur le tout. Et donc, ce que produit cette articulation entre la géoéconomique et la géoéconomie et la géopolitique aujourd'hui, c'est une pluralité de puissances économiques et politiques. Et la question, et là j'y viens parce que la question est de savoir si ce mélange, cette dialectique, cette relation qui bouge, comme les portiques font bouger les conteneurs, ou comme le serpent se courbe à certains endroits, est-ce que ça va produire davantage de paix ou davantage de tension? C'est une question qui est ouverte. Je suis en train de travailler à un livre avec la meilleure géopolitologue française d'aujourd'hui, qui s'appelle Nicole Gnezotto, qui devrait sortir au début de l'année prochaine, et qui pour l'instant porte un titre provisoire qui s'appelle Le monde à deux voix, et qui ne sera pas le titre définitif, et où elle exprime le point de vue selon lequel la géopolitique l'emportera toujours sur la géoéconomie. Donc nous allons continuer à être dans un monde dangereux parce que les passions politiques l'emporteront toujours sur la raison économique, celle qui sortait des théories d'Adam Smith et de Ricardo dont on parlait tout à l'heure. Et moi, je défends le point de vue inverse. Moi, je défends le point de vue selon lequel l'intégration économique progressive va produire des interdépendances qui, inévitablement, réduiront la tension, à moins de mettre en danger la capacité du système à produire des efficiences. Alors, tout ça est un peu caricatural, elle n'a pas totalement raison, ni moi non plus, mais ces deux thèses tiennent, si je puis dire, enfin intellectuellement, et où sera le cheminement dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, ça, je ne pense pas que ce soit écrit. Je vous ai entendu dire, je ne sais plus à quelle occasion, qu'avec un autre commissaire probablement important, vous aviez regardé sur les cartes les zones de paix et les zones de guerre et qu'il y avait une relation avec les accords commerciaux. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? C'est une expérience qui m'a marqué. Quand j'étais DG de l'Organisation mondiale du commerce à Genève, il y a à Genève un certain nombre d'organisations internationales spécialisées. Et il y a l'Organisation mondiale du travail, il y a l'Organisation mondiale de la santé, il y a l'Organisation mondiale des télécommunications, il y a l'Organisation mondiale de la poste, etc. Et il y a une organisation mondiale qui s'appelle le Haut Commissariat aux réfugiés, qui est l'organisation mondiale qui s'occupe des populations déplacées du point de vue humanitaire, du point de vue juridique. Elle était dirigée par un bon ami à moi, qui est un ancien Premier ministre portugais, qui est maintenant d'ailleurs un des candidats à la succession du secrétaire général des Nations Unies, qui se discute pour la fin de cette année, qui s'appelle Antonio Guterres, et qui était le responsable du Haut Commissariat aux réfugiés. Donc c'est lui qui avait sous sa responsabilité, enfin en tout cas sous sa coupe, toute la gestion de ces camps qui existent sur un certain nombre d'endroits de la planète, parce que les gens fuient pour des raisons généralement politiques ou de guerre, l'endroit où ils étaient pour, au fond, trouver un havre où ils peuvent à peu près manger, s'occuper de leurs enfants, sinon les éduquer. Et on avait l'habitude ensemble, dans les discussions qu'on avait, de discuter de ce qu'on faisait respectivement. Et un jour, on a comparé nos cartes. Ma carte du monde, moi DG du monde du commerce,
Et lui, sa carte du monde, DG du monde des réfugiés. Bon. Et ma carte du monde avait des trous. Tous les pays du monde, à l'époque, il y en a un petit peu plus maintenant, n'étaient pas membres de l'OMC. Et dans les pays du monde qui n'étaient pas membres de l'OMC, il y avait une espèce d'arc géographique qui partait de l'Afghanistan, qui descendait sur l'Iran, la Syrie, l'Irak, la Palestine, le Liban, et puis la corne orientale de l'Afrique, l'Érythrée, la Somalie, le Soudan. Donc ça, c'était mon trou. Le reste, c'était plein, à deux exceptions près, un peu plus périphériques par rapport à ça, qui sont l'Algérie et la Corée du Nord. Et sa carte à lui, donc moi j'avais des trous là, il y a un arc dans lequel il y avait des trous, 80% de ce qui me manquait était dans ce trou, et lui, 80% de ses clients étaient dans le trou. Et ils n'étaient pas aux États-Unis, au Canada, ni même en Afrique du Sud, ni même en Chine ou en Thaïlande, ils étaient dans ce trou. Donc le commerce entre les hommes est pacificateur. Alors, c'est assez Montaigne, un peu comme... Oui, enfin c'est Montesquieu qui disait, Montesquieu disait, pas tout à fait vrai, mais enfin en gros historiquement c'est quand même vrai. Montesquieu disait, là où le commerce se passe, les armées ne passent plus. Alors c'est pas tout à fait vrai, encore une fois, parce que partie des guerres coloniales, et l'Occident a quand même zigouillé un grand nombre de non-occidentaux au moment de la colonisation pour des raisons économiques. Elles étaient d'ailleurs généralement pas reconnues comme telles. On prenait des régions politiques, on voulait la démocratie, des raisons religieuses, on voulait convertir, et puis des raisons humanitaires, on voulait améliorer leur système de santé, leur éducation. Bon, en réalité, beaucoup de ces motifs étaient un peu faux, un peu de l'hypocrisie. Mais il y avait de ça. Cela étant, il reste que les zones qui aujourd'hui sont les moins intégrées dans la mondialisation sont aussi les zones qui sont les plus durement conflictuelles. Une partie du continent africain, une partie, parce qu'il y a une autre partie du continent africain qui se développe pas, mais une partie du continent africain qui n'est pas très intégrée dans la mondialisation est quand même encore en conflit dur et parfois même extrêmement meurtrier. Et pourtant, la Chine est probablement, l'Afrique est vraiment la Chine de demain. On peut le penser. En tout cas, pour les Européens, sûrement. On a à nos portes un continent dont la population va doubler, on est à peu près aux ordres de grandeur du milliard maintenant, en 2030-35, ce sera 2 milliards. Donc les Européens doivent s'intéresser davantage à ce qui se passe à leur porte. Alors, je voudrais revenir sur les empires avec un S dont vous parliez tout à l'heure. Parce qu'il n'y a d'empereur que s'il y a un désir de totalité et effectivement de régner sur le tout. Aujourd'hui, vous décrivez un monde dans lequel il y a un émiettement comme ça de ces pouvoirs, et je dirais même une perte de pouvoir des nations. On est dans un monde que vous auriez peut-être appelé post-westphalien, on pourrait dire. Et donc, les nations perdent leur pouvoir, les entreprises parfois ont plus de pouvoir que certaines nations, un gouvernement du monde paraît plus loin que jamais. Comment imaginer la gouvernance de cet émiettement ? C'est une question très difficile sur laquelle je réfléchis depuis 25 ans, sur laquelle j'ai un peu écrit, y compris dans le passé. Ce qui est vrai, c'est que par rapport à l'intégration économique et technologique de la planète, donc l'intégration des systèmes de production de biens et de services, qui est de plus en plus prononcée, puisque nous sommes de plus en plus interdépendants les uns des autres sur ce plan-là, il n'y a pas en parallèle une intégration politique au sens classique du terme, c'est-à-dire une édification de structures à l'intérieur desquelles le pouvoir politique règne sur l'espace qui s'intègre économiquement. Si vous prenez l'histoire de la France,
la France est un pays qui s'est intégré économiquement, petit à petit, et avec l'édification d'un pouvoir politique dont le périmètre correspondait au périmètre économique. Est-ce que pour autant le pouvoir disparaît? Non, il ne disparaît pas. Il se répartit différemment. Et mon sentiment est qu'il est en train, petit à petit, de se décomposer, recomposer, non plus à l'intérieur de structures étatiques qui avaient le monopole de la souveraineté. C'est ça un État, c'est le monopole de la force souveraine, à la fois vis-à-vis de ses propres sujets, par exemple pour lui faire payer des impôts. Il faut de la force. Pour piquer de l'argent dans la poche des gens, il faut une force politique. Ou pour les envoyer au casse-pipe au nom de la défense des valeurs de la nation. Et il faut une grande force pour envoyer des gens, parfois des millions de gens, se faire trucider au nom du fait que les intérêts de la mère patrie sont en jeu. Donc ça, c'est quand même ça a été une force absolument énorme sur le plan de la capacité de coercition physique, mentale, énorme. Mon sentiment est que ceci est en train de se dissoudre et que les organisations qui sont le réceptacle de ces pouvoirs qui sont en train de se répartir, ce sont effectivement des entreprises multinationales qui ont un pouvoir très important sur les circuits économiques. Les États ne disparaissent pas, mais apparaissent à côté des États des structures publiques du type des villes. Aujourd'hui, il y a 50 maires de grandes villes sur cette planète qui sont beaucoup plus puissants que les 3/4 des chefs d'État et de gouvernement des nations qui sont représentées à l'Assemblée générale des Nations unies. Ils ont beaucoup plus de pouvoir. Ils agissent, ils décident sur des masses énormes qui sont des 20, des 30, des 50 millions, alors que si vous prenez les 200 États-nations de cette planète, il y en a un paquet qui font 50 000, 100 000, 1 million d'habitants. Bon. Donc, c'est pas que les puissances publiques disparaissent, mais elles se diversifient. Il y a même des régions qui commencent à intervenir. Bon. Il y a des organisations qu'on définit comme organisations non gouvernementales. Les fameuses ONG. Bon, Greenpeace, WWF, Médecins sans frontières, ce sont des puissances considérables dans le monde d'aujourd'hui. Si Greenpeace ou si WWF monte une campagne pour, je sais pas quoi, la préservation des abeilles, ça va faire du ramdam et ça va avoir des conséquences. Et puis, par ailleurs, il y a effectivement le fait que la population du monde arrive à agir sur son environnement avec son cerveau plus qu'avec ses mains, parce qu'elle est plus intelligente, elle est mieux éduquée, elle est plus inventive, et donc tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux est aussi en train de répartir ce pouvoir. Mais je pense que c'est beaucoup plus diversifié, et que nous n'allons pas vers quelque chose qui va répliquer la construction des États-nations au moment des différentes révolutions technologiques qui se sont produites depuis le Moyen-Âge. On ne va pas aller vers un État mondial comme on est allé vers des États-nations. Je ne crois pas. C'est autre chose, c'est un autre chemin, et cette articulation de Wang Yongping ici montre, c'est un peu mystérieux. On ne comprend pas tout. C'est assez normal parce qu'on ne sait pas non plus très bien comment tout ça va se répartir. Je vous espérais que la supériorité des hommes politiques sur les artistes était que la vision des hommes politiques était précise alors que celle de l'artiste ne l'est pas. Et je m'aperçois que finalement, votre conception est précise, mais c'est très difficile d'y voir clair sur cet avenir, mais on essaye. Il se peut peut-être que la prochaine installation de Wang Yongping soit faite, si je comprends bien, de milliers de petits chapeaux de Napoléon, puisqu'il y a des pouvoirs, des contre-pouvoirs, d'autres pouvoirs, et plutôt que d'un seul que personne n'arriverait à créer. Alors dans le travail de Wang Yongping, il y a un aspect qui revient souvent et qu'il répète, et je pense que c'est un point commun entre vous, par contre, c'est celui de la destruction-création. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pessimisme particulier chez Wang Yongping. Il me semble, tu me contrediras, mon cher Yongping, tout à l'heure,
il me semble que dans cette destruction des empires qui se succèdent, on peut les énumérer, ils sont depuis 6000 ans, c'est interminable, c'est une grande liste, n'est-ce pas? Eh bien, lorsqu'ils s'effondrent, ce n'est pas très grave, il y a une recréation d'un autre cycle, et un petit peu de la même façon dans le monde des entreprises. Une entreprise s'effondre, une autre va reprendre, transformer les choses. Vous donnez d'ailleurs dans un livre l'exemple de Kodak, qui est un exemple, mais vous auriez pu prendre celui de Ericsson ou de grands créateurs de téléphones il y a quelques années qui étaient en tête. Et voilà. C'est une sorte de mouvement un peu schumpeterien, un peu de. Voilà. Ah, un peu. Donc, création, destruction toujours ou... Oui, bien sûr. Complètement schumpeterien. Parce que c'est M. Schumpeter qui a théorisé cet effet de l'innovation qui consiste à restructurer les processus de production économique en rebattant les cartes. L'exemple de Kodak est tout à fait parlant. Kodak était un formidable champion d'une technologie de la photographie. Et puis, le virage du numérique est arrivé et Kodak a été balayé par l'histoire. Et c'est pas qu'on prend plus de photos. On en prend beaucoup plus, des centaines de fois plus que quand c'était la technologie de Kodak qui permettait de prendre des photos. Mais Kodak a disparu. Et donc, quelque chose s'est créé, multiplié, à une dimension absolument considérable, totalement inenvisageable par les meilleurs ingénieurs de Kodak. Bon, et ça, c'est l'effet de la technologie. Et l'augmentation de l'échange international est une courroie de transmission de cette technologie. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, quand on parlait de l'histoire tout à l'heure, une partie de l'histoire industrielle consistait pour des souverains à envoyer des espions piquer des modes de production chez les concurrents étrangers. Et on a régulé ça après avec la propriété intellectuelle, en déposant des brevets. Mais je crois que c'est à Gand, il y a la statue d'un homme qui a été à l'origine de toute l'industrie dentellière à Gand. Et c'est quelqu'un que le souverain de l'époque avait envoyé en Grande-Bretagne piquer la technologie pour faire la dentelle. Si vous voulez, quand après la Saint-Barthélemy, une grande partie de ceux qui savaient faire des montres et des horloges en France sont partis en Suisse. La Suisse était un pays complètement médiéval, hein, très pauvre. La preuve d'ailleurs, c'est qu'ils étaient obligés d'envoyer leurs travailleurs à l'étranger sous forme de mercenaires. Hein. Les Suisses, les gardes suisses, les armées européennes étaient pleines de Suisses qui étaient des gens qui ne trouvaient pas à manger chez eux et qu'on exportait, des travailleurs qu'on exportait, sauf que c'était dans les armées, et qu'à l'époque les armées ça comptait beaucoup. Mais donc la Suisse est devenue un pays de technologie industrielle le jour où on débarquait en Suisse des horlogers qui savaient faire des horloges. Bon. Ça c'est de la destruction créatrice. Enfin, c'est-à-dire que on a détruit le business en France et on l'a transféré en Suisse. Et l'histoire économique est pleine de changements de ce type qui, évidemment, sont socialement extrêmement douloureux. Et là, on tombe sur des problèmes de gestion politique, parce que dans un système de destruction créatrice, elle se fait à l'intérieur d'un rapport de force entre des forts et des faibles. Et généralement, dans la destruction créatrice, les forts sont moins atteints que les faibles. Et donc, c'est là qu'on retombe sur des problèmes sociaux, y compris des problèmes d'inégalité ou de distribution que cette technologie remet en cause. Et on le voit très bien aujourd'hui, par exemple, avec l'effet de la technologie sur les qualifications. Tout ce grand débat qu'il y a sur les machines, les robots, combien de l'emploi d'aujourd'hui est-ce que ça va bouffer demain? Est-ce que c'est 5%, 10%, 20%, 30%? On ne sait pas, les économistes s'écharpent sur ces questions, mais ce qu'on sait, c'est que les robots vont commencer par faire des tâches simples, et que petit à petit, les robots vont monter en puissance, et que dans 20 ans ou dans 30 ans, les avocats, les médecins,
ils seront probablement obligés de faire autre chose, parce que les robots feront pas cher ce qu'aujourd'hui ils font un peu plus cher. Et donc ça, c'est un problème absolument redoutable de gestion des communautés humaines. Je suis de ceux qui ne sont pas trop pessimistes, parce que je pense que c'est mieux de produire des Airbus que d'être arrimé à un bœuf qui tire une charrette. Je crois que c'est un boulot plus intéressant, même si de temps en temps on peut rêver quand on laboure un champ avec des bœufs et peut-être pas quand on est en train de faire les circuits d'un Airbus. Et je pense qu'en gros quand même c'est plus intéressant, c'est moins aliénant, c'est moins fatigant, ça demande plus de jus de cervelle et donc je pense que ça utilise mieux ce qu'il y a d'extrêmement abondant sur cette planète qui sont des cerveaux, et que je pense que le progrès ça consiste à mieux utiliser les cerveaux, mais je suis pas sûr. Hein. Bon, vous venez de dire que vous étiez post-virgilien en fait, hein. Les géorgiques c'est fini, donc nous passons dans un autre monde. J'ai encore une dernière question à vous poser et puis je passerai la parole à la salle si elle le souhaite. La question que je voudrais vous poser, Wang Yangping nous a fait ce paysage de la globalisation, avec évidemment ces containers qui sont des protections pour les richesses, ce sont aussi des protections pour les infortunés, si je puis dire. C'est le sens de la globalisation, ou en tout cas de la mondialisation, pour les pays du Nord et les pays du Sud. Alors évidemment, on a bien vu tout à l'heure que vous avez expliqué que les pays du Sud maintenant produisaient une richesse encore plus que ceux des pays du Nord, mais le point de vue n'est pas celui-là sur lequel je voudrais venir, c'est sur la transmission des valeurs. Pour l'Occident, me semble-t-il, la globalisation est une occasion de transmettre des valeurs dans des régions du monde qui ne les partagent pas. Pour ces régions du monde, la globalisation est plutôt une occasion d'opportunité économique. Dans un cas, il y a un message de société ou d'organisation, de civilisation, si je puis dire, et dans un autre cas, un message de pure relation de prédation ou en tout cas de commerce, au sens plus brutal. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, donc je crois que je vois, mais je suis moins catégorique là-dessus. Là aussi, je pars du même constat que vous. La globalisation est un produit de l'Occident. C'est la pensée occidentale qui a produit la globalisation et qui a produit le substrat technologique des infrastructures de la globalisation. Et ça, elle a conquis le monde. Alors, la grande question, c'est si on part du principe qui est c'est ce que vous diront les anthropologues ou les ethnologues, vous diront que cette pensée occidentale qui a produit tout cela est issue d'une matrice anthropolitique qui est née dans la pensée grecque, qui s'est développée ensuite avec toute une filiation, et que c'est cela qui a produit à la fois la technologie et la théorie du capitalisme de marché, la théorie des marchés, en ce sens que c'est eux qui créent des optimums sous certaines conditions. Et les Chinois et les Africains, qui sont probablement ceux qui sont le plus loin de cette pensée occidentale. Quand les Américains sont assez près de ça parce qu'ils en sont le produit, dans l'Amérique latine en très gros quand même aussi. Donc je prends la Chine et l'Afrique. La grande question, et à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est combien des substrats idéologiques de la pensée occidentale importent-ils quand ils importent le capitalisme de marché, qui est le produit de cet amont d'Aristote, de Platon, de Descartes, de Saint-Augustin, d'Althussus, d'Erasme, et puis de Hegel, et puis de Kant. Bon. Et comment tout ça se marie avec leur propre genèse philosophique et idéologique avec Confucius, par exemple. Bon, combien il y a China Shipping, là, un des beaux conteneurs qu'on voit à l'entrée, China Shipping,
le boss de China Shipping, qui exerce son métier dans le capitalisme de marché globalisé, dans le tréfonds de son cerveau, qu'est-ce qu'il a de Confucius et qu'est-ce qu'il a d'Aristote? C'est difficile à dire. Et il y a probablement des deux. Et je pense que si le monde continue à se développer de cette manière, ces alliages vont se faire sous de nouvelles formes. Parce que nous, on est Aristote, lui, il est Confucius. Mais il est probable que dans 50 ans, il va y avoir un espèce d'hybride entre Aristote et Confucius, qui n'est pas forcément facile à faire. Alors, il se trouve que Aristote et Confucius ne sont pas très éloignés les uns des autres, l'un de l'autre, d'un certain point de vue, en ce qu'ils reconnaissent la dignité de l'individu. Mais par exemple, les rapports entre l'individu et le groupe, Confucius et Aristote ne disent pas tout à fait la même chose. Confucius est quand même dans un monde où le groupe détermine l'individu, et Aristote dans un monde où l'individu détermine le groupe. Bon. Et donc il peut y avoir des moments où ces différences de valeurs, et on va inévitablement être obligé de les aborder, parce que parmi toutes les révolutions qu'on a connues depuis le début de Sapiens, il faut lire, de ce point de vue, le formidable livre de Yuval Noah Harari, là, qui s'appelle « Sapiens, une brève histoire de l'humanité ». On a connu toutes les révolutions depuis l'espèce Sapiens, sauf une qui est en train d'arriver, qui est la révolution génétique. Et on a tout changé, la politique, l'économie, la technologie, le mode de vie. Il y a une seule chose qu'on n'a pas changé jusqu'à présent, et qui va changer, c'est le corps. Ce qu'il est fait de cellules, et qu'à partir de maintenant, la biotechnologie, l'ingénierie génétique va changer les corps. C'est d'ailleurs pour ça qu'on commence à dire qu'on peut vivre 300 ans, 500 ans. Et à partir du moment où on commence à toucher au vivant, on touche au cœur de questions éthiques. On le voit bien d'ailleurs, il y a eu des débats très lourds sur le plan éthique, sur les questions d'avortement, il y a eu des débats très lourds sur les questions de procréation maternelle assistée. Dès qu'on commence à toucher à la vie, on est sur des questions éthiques très lourdes. Et ces questions-là, il va falloir les aborder, non plus chacun de notre côté, comme on l'a fait jusqu'à présent, mais ensemble. Et donc c'est cet horizon-là qu'il faut regarder. Mais je ne crois pas que, disons, le monde occidental ait fourni la globalisation pour rendre le monde heureux, et puis que, d'un autre côté, il y a des gens qui utilisent ça pour leur propre intérêt. Le monde occidental, il a produit la globalisation parce qu'il a pensé que c'était dans son intérêt. C'est pas évident quand on voit ce que raconte M. Trump dans sa campagne électorale, puisqu'en gros, il s'adresse à des gens dont il dit la globalisation vous a pourri la vie, et moi, je vais coller un tarif de 50% sur la marchandise chinoise. Ce qui est quand même, si vous voulez, c'est l'anti-expo, ça. Hein. Le Trump, il est ailleurs, là. Il n'est pas là, hein, du tout. Lui, il dit, vos malheurs viennent du fait que les Chinois sont partout avec ces conteneurs, là, et puis serpent qui est partout, et tout ça. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se passer qui... ça, c'est très anti-Trump. Hein, je ne veux pas faire trop de politique, mais quand même, le concept qui est là est très anti-Trump. Merci Pascal Lamy. Est-ce que vous êtes d'accord pour répondre à quelques questions? Volontiers, on a encore un peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Madame, là-bas. Bonjour. La semaine dernière, l'Allemand Bayer a acheté Monsanto. Donc ça fait quand même un empire, ça fait l'empire pour l'agriculture mondiale, il me semble, au niveau des semences, des graines, des engrais et des pesticides. Alors cet empire va disparaître, puisque vous dites que tous les empires disparaissent, donc je suis très contente, mais vous voyez quoi à la place? Surtout que, d'après ce que vous dites, les gens qui travaillent la terre n'ont pas beaucoup de jus de cervelle. Bon, d'abord, Bayer a exprimé l'intention d'acheter Monsanto. Pour l'instant, Monsanto a dit pas à ce prix-là. D'ailleurs, Bayer a été bien bête de dire je vais acheter Monsanto à n'importe quel prix. Bon. Et les
gens de Monsanto vont vouloir vendre Monsanto à Bayer le plus cher possible. Donc cette affaire est loin d'être terminée. Mais vous avez raison, on peut très bien concevoir qu'on aille vers une fusion, quelles que soient les conditions de prix, entre Bayer et Monsanto, et qu'à ce moment-là, on aura un grand géant de l'agrochimie dans le monde. Et qu'on peut supposer qu'un grand géant de l'agrochimie est plus puissant que deux moyens géants de l'agrochimie. D'ailleurs, pour ça, c'est pour agréger leurs ressources à la taille d'un marché qui est maintenant mondial, qu'ils veulent faire ça parce que c'est plus efficace. Ça ne dit rien sur le résultat final. Ça ne dit rien sur le résultat final parce que si on considère que ce que produisent les grandes firmes chimiques, agrochimiques en matière de semences ou d'engrais ne correspond pas à ce dont l'humanité a besoin pour des raisons sanitaires ou environnementales, il y a un outil qui répond à cette question qui s'appelle la régulation. Alors la réponse à la question de savoir si une fusion Bayer-Monsanto serait pas bonne pour l'humanité, elle est dans la capacité de l'humanité à s'agréger en capacité de régulation à la même échelle que celle que créeront Bayer et Monsanto. Et cette question-là, elle est ouverte. C'est possible. Il est fort possible qu'on émette une norme internationale, une régulation internationale sur le contenu en pesticides des fleurs ou sur le contenu en nitrate de tel ou tel engrais. Si ça n'est pas dans l'intérêt de Bayer ou de Monsanto ou d'un Bayer plus Monsanto qui sera plus puissant pour défendre ses intérêts, on va rentrer dans une épreuve de force qui sera une épreuve de force politique. Et je suppose que si la régulation publique arrive à la conclusion que Monsanto ne doit plus faire ci, doit faire ça, ou ne doit pas vendre ses semences dans telle et telle condition, Monsanto va exercer son pouvoir sur les systèmes politiques, sur les élus, etc., pour éviter que ça se passe. Ce jeu-là est un jeu dont il faut savoir qu'il a lieu, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je pense que du pouvoir va continuer à s'exercer. Mais Monsanto plus Bayer sera très puissant, WWF plus Greenpeace, ce serait pas mal aussi. Merci madame. Une autre question? Monsieur, on va vous passer le micro en blanc, là-bas. Merci beaucoup monsieur, c'était vraiment intéressant. Ensuite, je voulais savoir, l'Europe est-elle condamnée à devenir la périphérie de la mondialisation? Première question. Et ensuite, quelles mesures pourrait-elle adopter pour avoir une politique commerciale cohérente alors qu'elle fait cohabiter des nations aux besoins commerciaux très différents? Alors, sur la première question, dans ce monde globalisé, vous pesez d'abord par la taille de votre marché. Et l'Europe est aujourd'hui, sur la planète, le plus grand marché. Un marché, ça se définit par sa taille, c'est-à-dire sa largeur, le nombre de consommateurs, et sa profondeur, qui est la richesse de ces consommateurs, leur capacité d'acheter. Et donc l'Europe est, pour l'instant, et va rester dans les 10 à 20 ans à venir, le principal marché de la planète. On est plus grand que les Américains, on est un peu moins riche, mais la multiplication des deux fait qu'on est un plus grand marché que le marché américain. Et les Chinois, qui croissent, sont encore à des niveaux de richesse individuelle qui sont très 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 loin du niveau européen. Donc l'Europe pèse le poids de son économie, et la question pour elle, c'est de savoir si ce qu'elle a gardé comme capacité de projeter des valeurs, si ça part, je vais dire quelque chose de très résumé, mais pour me faire comprendre, si sa part de marché idéologique sera conforme à sa part de marché économique dans le monde de demain. Hein? Et une analyse historique très brève dit que
part de marché idéologique de l'Europe dans le monde a été corrélée à sa part de marché économico-technologique. Et ça, c'est la question, pour des pro-européens comme moi, c'est la question. Pour moi, le projet européen, son sens, c'est de garder une part de marché idéologique qui correspond à notre part de marché économique. Et ça passe par beaucoup de choses, et notamment par notre capacité à rester à la frontière technologique, puisque c'est quand même la science et la technologie qui sont les précurseurs des produits de demain. Et de ce point de vue-là, disons, en gros, l'Europe est bien placée parce qu'elle fait encore la moitié de l'invention scientifique dans le monde. Donc du point de vue de la science, le jus de cervelle brut, ça va. Là où on n'est pas bon, c'est dans la capacité de transformer ce jus de cervelle en innovation pour demain. C'est pour ça que Google, Apple, Facebook et Amazon sont des entreprises américaines. Donc oui, bien entendu, l'Europe a tout à fait la capacité de garder cette part dans le monde de demain. Évidemment, ce ne sera plus la part d'antan, pour des raisons démographiques et pour des raisons économiques, parce que l'Inde et la Chine, donc en pourcentage. Mais là, encore une fois, la question, ce n'est pas seulement la puissance économique, c'est la puissance idéologique, c'est-à-dire la capacité d'être désirable du point de vue des idées que l'on émet et des valeurs que l'on défend. Et de ce point de vue, quelles que soient les difficultés du monde actuel, et j'ai compris ça parce que j'ai passé une grande partie des 30 dernières années professionnelles en dehors d'Europe, pas très loin, Bruxelles et Genève, ce n'est pas des exils très terribles, mais l'Europe reste désirable de ce point de vue, parce qu'elle est peut-être de compromis entre certaines notions du bonheur collectif, de liberté individuelle. C'est pas que tout aille bien en Europe, hein, mais vu par les autres, le modèle européen reste désirable. Ça, c'est la réponse à votre première question. Votre réponse à la deuxième question, elle a été donnée depuis 1957. Hein, l'Europe a une politique commerciale commune depuis que le marché commun existe, et le marché commun existe parce que... Enfin, la politique commerciale européenne existe parce que le marché commun était une union douanière à l'époque. Donc c'était un tarif douanier extérieur commun et donc une politique commerciale commune, à la majorité d'ailleurs. On n'a pas attendu ni Lisbonne ni Maastricht, dont l'Europe a une politique commerciale commune depuis pratiquement qu'elle existe. C'était pas tout à fait commun et c'était pas tout à fait tout jusqu'à une date récente. Maintenant c'est tout à fait commun et tout à fait tout, notamment parce qu'on a rajouter des compétences en matière de négociation des traités d'investissement qui jusqu'à présent étaient au niveau national, maintenant c'est au niveau européen. Et donc, malgré des intérêts qui peuvent être différents, l'Europe a une politique commerciale commune. Mais vous savez, si vous regardez les États-Unis, les intérêts du Michigan, de la Californie et de la Géorgie, pour ne pas parler de la Floride, ne sont pas du tout identiques non plus. Hein, le Michigan, ce qui l'intéresse, c'est les voitures. La Californie, c'est l'électronique. La Géorgie, c'est le coton. La Floride, c'est les retraités. Donc, la comparaison est tout à fait faisable. Merci. C'est la dernière question, madame. Bonsoir. Après. Vous avez beaucoup parlé d'économie mondiale, qui est donc le site qui est l'objet de cette exposition. Des aspects positifs, mais très peu des inégalités sociales qui augmentent. Et dans cette œuvre, on voit très bien représenter l'économie mondiale, mais très peu la place de l'individu. La place de, pardon? De l'individu. Ah oui. Vous avez imaginé que la proportion de personnes dont le niveau de vie va augmenter. Mais qu'est-ce que vous entendez par niveau de vie? Si c'est acheter une automobile, ou pouvoir acheter une automobile ou un smartphone, ou bien c'est de subir la crise d'obésité qui augmente dans le monde et qu'on sait qu'il y a des retentissements énormes sur l'espérance de vie. Et actuellement, je pense que la mondialisation ne s'occupe pas de l'état de santé de la population mondiale, et c'est un problème qui est extrêmement grave et dont on ne fait pas état. On s'intéresse plus à la possibilité d'acheter un smartphone ou une automobile que de pouvoir bien se nourrir. Voilà. Et de l'écologie dans un environnement aussi sain. Non,
il est exact, et j'ai présidé une grande commission mondiale qui a produit un rapport en fin 2013 là-dessus, qui s'appelle l'Oxford Martin School Report. Il est exact que si vous regardez les raisons que les humains ont d'être malades, il y a de moins en moins de raisons qui tiennent aux maladies transmissibles, comme dans le temps, et de plus en plus de raisons qui tiennent au mode de civilisation, et notamment l'obésité et le diabète, par rapport à la malaria ou à la tuberculose, ou même d'un certain point de vue au sida qu'on a à peu près maîtrisé. Mais ça, c'est pas la globalisation, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est la civilisation d'aujourd'hui. Alors, elle est à l'intérieur de la globalisation, comme l'œuvre qui est là est à l'intérieur du Grand Palais, mais c'est pas la globalisation, c'est le monde moderne avec ce qu'il produit, l'impact que ça a sur les comportements individuels, et ça suppose des régulations et des comportements qui s'ajustent. Alors, je ne dirais pas tout à fait la même chose sur la relation. Là, je le dis sur la relation avec la santé. C'est pas la globalisation qui rend les gens obèses. C'est pas la globalisation qui rend les gens obèses. C'est le fait qu'ils adoptent un mode de vie qui fait qu'ils bouffent trop de glucides ou d'acides saturés, ils ne se bougent pas assez. Bon, voilà, parce que Sapiens a quand même été génétiquement formaté en chasseur-cueilleur, donc ça cavalait quand même une bonne partie de la journée. Cet héritage génétique, il est toujours là. Et si vous êtes assis en fait d'un bureau à bouffer du pop-corn, ça ne correspond pas exactement à l'équation génétique optimale. Bon. Il en va différemment sur les questions d'environnement. Hein. C'est-à-dire que sur les questions d'environnement, l'effet de la globalisation est moins univoque, encore que la division internationale du travail que provoque la globalisation et l'échange qui est symbolisé ici, il a aussi des effets positifs sur l'environnement, puisque cette efficience, c'est-à-dire consiste à produire plus en économisant des ressources, c'est aussi vrai pour des ressources naturelles. Alors ça dépend un peu. On ne va pas rentrer dans des choses compliquées sur les externalités, mais en gros, ça dépend, en tout cas pour le réchauffement climatique, d'un paramètre qui aujourd'hui n'est pas là où il devrait être, qui est le prix du carbone. Hein, le schéma qui est là, il n'est pas bon pour l'environnement avec un prix du carbone à $20, il est bon pour l'environnement avec un prix du carbone à $60. Voilà. Le problème, c'est qu'on n'a pas de prix du carbone pour l'instant, en tout cas pas de prix explicite. Donc, et les conséquences de tout cela, elles sont largement aussi entre les mains des systèmes sociaux. Si vous voulez lutter contre l'obésité, il y a des tas de moyens de lutter contre l'obésité, à commencer par la conscientisation des consommateurs. Et je pars du principe, par exemple, que les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose de très très fort pour rendre les gens plus conscients de ce qu'ils font. Et je le vois comme ça. Et par contre, il y a une chose dont nous sommes confrontés à ces défis. Il n'y a aucun doute. Et il y en a d'autres, et il va en arriver d'autres. Mais ce que je sais, c'est qu'on ne reviendra pas en arrière. Hein, on ne reviendra pas en arrière parce que s'il y a un truc qui ne revient pas en arrière, jamais... La politique s'est remise en arrière. Il y a des civilisations qui ont disparu. Mais ce qui n'est jamais revenu en arrière, c'est la technologie. Et la technologie, elle est le moteur de ça. Merci infiniment. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Pascal Lamy d'avoir vu à travers cette œuvre d'art, nous avoir montré à travers cette œuvre d'art un peu du monde d'aujourd'hui et de nous avoir aidé à le comprendre. Merci infiniment.